Bonjour à tous. Ceux qui ne connaissent pas, je suis Jacqueline Louis, que je vais animer cette réunion dont le titre est Une politique locale de fraternité pour régénérer le modèle social. Pour cela, nous avons trois participants. Bonjour à tous. Donc, nous avons deux participants en visio, Florian Berco et Joël Spiegel, et un témoignage de quelqu'un qui est présent depuis hier, ce qui est Claude Desreux. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Donc, M. Florent Berco est maire de Laval et président de Laval Agglomération, à la tête du ministre qui avait rassemblé la gauche, les écologistes et la société civile. Il est initiateur du Printemps des maires et contributeur écrit auprès de la Fondation Jean Jaurès. Il va tout d'abord nous présenter le récent rapport de cette fondation qui s'intitule Fraternité nationale, penser les politiques nationales pour rendre aux maires leur pouvoir de fraternité. Puis il nous donnera son témoignage. Claude Verret, de Drômois d'origine, est membre très actif de la société civile dans le Diois. Il est entre autres administrateur de la Bio-Vallée, territoire en transition. Depuis 2018, LVM est en lien avec ce territoire et chaque année, vous êtes un certain nombre à participer aux rencontres de DI, donc l'initiateur, je crois. Madame Tessoquet. Voilà. Et voilà, tu vas nous donner ton témoignage. Jos Spiegel, donc ici présent, est l'ancien maire de Kingersheim, cofondateur depuis de Place Publique et membre de Démocratie et Spiritualité, et je crois du Pacte public aussi. Kingersheim, c'est un laboratoire de la rénovation démocratique dont il va nous parler. Donc, la séquence va se partager entre d'abord une intervention de M. Florent Berco sur le rapport de la Fondation Jean Jaurès. Ensuite, il donnera son témoignage en premier, en second, ce sera Claude, et en troisième, Joe Spiegel. Ensuite, il y aura un débat entre les trois participants, et puis, à la fin, un débat avec la salle. Alors, pour le débat avec la salle, ceux qui ont des questions à M. Florian Berco les poseront en premier, car il devra nous quitter un petit peu avant la fin de notre timing. Donc, M. Florian Berco, je vous donne la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver presque physiquement grâce aux joies du numérique. Effectivement, j'ai la lourde tâche de présenter ce rapport de la Fondation Jean Jaurès auquel je n'ai pas été contributeur direct, mais plutôt indirect, puisque Olivia Fortin, qui est maire du 6e et 8e arrondissement de Marseille, avec qui j'ai monté le Printemps des maires, ensuite nous a demandé, nous les maires du Printemps des maires, de réagir à ce rapport sur la fraternité. Et vous verrez, au-delà du rapport, il y a des contributions de nombreux maires qui expliquent comment finalement ce sont un peu des Monsieur Jourdain et Madame Jourdain de la fraternité. C'est-à-dire que l'œuvre majeure d'un maire, d'un élu local, c'est faire œuvre de fraternité, faire vivre ce que tout le monde croit impossible, vivre ensemble, qui est tarte à la crème. Et pourtant, je pense que c'est vraiment ce qui pourrait être le synonyme de fraternité. Donc, je vais vous présenter d'abord le rapport et ensuite l'interprétation que j'en fais donc, en tant que maire. Donc, le rapport à la fois un peu théorique, puis après, je l'incarnerai d'exemple par ce qu'on a pu faire, nous, depuis Laval. Alors, présenter les auteurs. Donc, Olivia Fortin, je l'ai fait. Elle est maire du 6e et 8e arrondissement de Marseille. Je vous invite vraiment à la connaître. C'est une femme exceptionnelle, extraordinaire, comme on aimerait beaucoup en avoir dans le monde politique. Elle est coordinatrice de l'Observatoire de l'efficacité et de l'action publique à la Fondation Jaurès. Et elle a monté un collectif citoyen au moment des élections municipales à Marseille qui s'appelle Man Mars et qui réunit beaucoup d'associations, d'entrepreneurs sociaux, ce qui l'a amené à beaucoup cheminer sur cette culture justement de comment on refait du lien entre citoyens. Ensuite, vous avez Guillaume Hermite, un haut fonctionnaire comme on n'en fait plus, qui a décidé de vivre et travailler pour les territoires, qui est président de l'association du troisième concours de l'ENA et de l'INSP, et trésorier de l'association Festin, mais surtout secrétaire général de Euroméditerranée.
donc, qui est basé lui aussi à Marseille, hein, c'est des co-auteurs marseillais. Et puis le troisième co-auteur, qui est cofondateur de la Fabrique du Nou, qui est un entrepreneur social très agissant dans le monde associatif. Là aussi, quelqu'un de très inspirant qui travaille beaucoup sur cette question de fraternité. Alors, ils ont écrit un rapport qui est assez simple à lire et je vous invite à le lire dans le détail puisque je vais sans doute trahir en partie leurs pensées. Mais il y a un peu trois parties dans leur rapport. La première partie sur finalement, bon, la liberté, l'égalité, on sait ce que c'est, hein, on va dire, allez, la liberté, c'est plutôt défendu par la droite, l'égalité plutôt par la gauche, mais il y a peut-être quelque chose qui est entre les deux, qui nous rassemble toutes et tous, qui fait vraiment cohésion, qui est un des piliers de la République, qui est un peu théorique, et pourtant, je pense qu'il faut s'y réintéresser puisque aujourd'hui, le modèle social pensé post-Seconde Guerre mondiale, donc celui de la sécurité sociale, ne couvre plus tous les risques sociaux, environnementaux ou technologiques qu'on peut connaître. Donc ça, c'est la première partie, plutôt constat, se dire notre contrat social doit être régénéré, requestionné, et peut-être que la fraternité pourrait être une solution. Et ça, c'est la deuxième partie. Et si la fraternité était considérée comme une politique publique et non plus comme un mot un peu valise et un mot théorique perdu de sa substance, mais de se questionner, ça veut dire quoi en acte la fraternité? Et s'il fallait mettre des financements, des actions, des institutions, quelles seraient-elles en but évidemment de favoriser la cohésion sociale? Et donc, il développe à la fois des grands axes et puis des solutions finalement assez concrètes. Et je pourrais revenir après sur comment nous l'interpréter dans notre commune. Et puis le dernier axe, mais je vais revenir avec un peu plus de temps, sur comment on développe cette politique de fraternité, il propose de développer, de co-construire une première grande loi sur la fraternité, mais une loi qui serait évidemment portée par le Parlement, mais en lien avec les maires qui sont, d'après eux, les vrais acteurs, en tout cas le dernier kilomètre de la fraternité, et avec un nouveau modèle de financement à la fois national et européen pour ces politiques de fraternité. Donc, si je reviens dans la problématique, c'est finalement liberté, égalité, fraternité. Cette devise, on la connaît tous. Et pourtant, au fil des siècles, au fil des décennies même, plutôt, on a développé un arsenal assez solide de politiques publiques, plutôt dédiées à la liberté, à l'égalité, avec des lois, la liberté pour, le droit à, ou sur l'égalité, évidemment, des institutions, des dispositifs puissants, mais qu'en est-il de cette fraternité? Et pourtant, au quotidien, elle se vit tous les jours et elle est une arme de destruction massive face, je le dis comme je le pense, à une pensée réactionnaire, populiste qui nous arrive tout droit, soit d'Amérique, soit d'ailleurs. Et donc, je crois que c'est important de pouvoir s'en prémunir. Et donc, les auteurs expliquent pourquoi elle est devenue une urgence, en tout cas d'être réinterprétée dans le monde politique d'aujourd'hui puisque notre modèle social, on l'a vu, que ce soit celui des retraites, celui de l'assurance maladie, s'essouffle, avec ce que nous connaissons tous dans nos territoires, la désertification médicale. Ces déserts médicaux, ça montre bien que le pacte social que nous avons développé depuis 1945 ne fonctionne plus. Moi, sur Laval Agglomération, un territoire de 112 000 habitants, on a près de 10% de la population sans médecin traitant. On a un hôpital qui est un hôpital préfecture d'un département de 300 000 habitants qui ferme plusieurs jours par semaine. C'est pas de la régulation, c'est de la fermeture pleine et entière. Donc, sur les questions de santé, on voit bien que le pacte ne fonctionne plus. On pourrait parler de la pauvreté, il le mentionne, la pauvreté évidemment s'aggrave, enfin se stabilise et depuis quelques années s'aggrave malheureusement. Donc, qui sont ces pauvres? Comment lutter contre cette pauvreté? Comment faire œuvre de fraternité avec ces personnes les plus éloignées voilà, de la redistribution? Et puis, le troisième axe qu'il mentionne sur l'échec, finalement, en tout cas, la difficulté de maintenir notre pacte de cohésion sociale, c'est sur le non-recours droit qui est massif, avec beaucoup de citoyens qui renoncent. Et on pourrait prendre l'illustration des quartiers populaires, où effectivement, on y a rajouté un peu de droits spécifiques à travers les contrats de ville, mais pourtant, le droit commun n'est pas une réalité. Le jour où il y aura autant de policiers dans le 16e arrondissement de Paris que dans le quartier populaire de Laval-Saint-Nicolas, qui est le deuxième quartier le plus pauvre de la région des Pays de la Loire, là, on pourra dire que le droit commun s'exerce bien. Et donc, ils vont même un peu plus loin, les auteurs, au-delà de dire qu'il y a des nouveaux risques que vous connaissez, pour ne citer que ceux que j'ai mentionnés,
ils vont même un peu plus loin en disant que c'est un modèle qui est devenu un peu froid, impersonnel, qui est juste là pour faire des transferts financiers, des allocations. Et donc certains ont un sentiment que le système est même presque devenu injuste, et d'autres penseraient même que il renforce un sentiment d'assistanat. Et donc ça devient dangereux quand on ne croit plus au modèle, et c'est là où le cercle vicieux se met en place. Si on ne croit plus au modèle, on n'a plus envie de cotiser, donc le consentement à l'impôt peut s'effriter, les discours populistes prospèrent, et la défiance envers les institutions s'installe. Et voilà, c'est ça qui est le motif de développer cette politique publique de la fraternité. Et puis, il rajoute un élément autour de la solitude de nos sociétés individualistes qui me semble intéressant. On voit qu'effectivement, l'appartenance nationale s'érode, les fractures sociales, territoriales, culturelles, évidemment, se creusent. On l'a vu, on pourrait citer les Gilets jaunes, on pourrait citer la crise des émeutes à répétition. Je ne parle pas que de la dernière de 2023, mais on voit bien qu'il est temps de redonner à notre société une boussole, alors qui juge laïque, hein, même si le mot fraternité peut avoir une interprétation judéo-chrétienne forte, mais une fraternité qui vise à recréer du lien, réhumaniser nos solidarités et redonner du sens justement à ce pourquoi on a parfois un peu abandonné le drapeau, celui du vivre ensemble. Petite anecdote, moi quand je me suis lancé pour les élections municipales en 2019, comme toute personne avec des convictions forte, j'ai dit, il faut faire le Laval, comment vivre ensemble à Laval. On m'a dit, mais si tu commences à faire campagne sur le vivre ensemble, tu es sûr de perdre. Et pourtant, c'est bien l'ADN, en tout cas moi, je pense, des familles politiques que je représente de la gauche, faire œuvre de fraternité, de vivre ensemble, c'est ce qui doit nous animer. Là où on vit une vague de désamour permanent, désamour dans nos villes, avec les hommes qui tapent sur leurs femmes, certains qui violentent leurs enfants, la peur du voisin, la peur du dernier arrivant. Et donc je crois que cette politique de fraternité auquel aspirent les auteurs, c'est une vraie volonté de réengagement pour presque une politique de l'amour de son prochain. Et ça me semble vraiment important de le redire. Enfin, c'est mon interprétation, mais ils m'ont laissé juge de le dire. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Je rentre dans le vif du sujet en espérant respecter le timing. Euh, il fixe 5 grands objectifs pour développer cette fraternité politique. La première, c'est de recoudre donc les fractures sociales et territoriales qui divisent notre pays. Je pense que c'est un principe auquel on peut tous adhérer. Le deuxième principe, c'est apprendre la coopération et l'altérité dès l'école et tout au long de la vie. Ils reviendront avec des exemples. Le troisième objectif, c'est de réhumaniser la solidarité en passant d'un système de la prestation froide à des relations plus incarnées, plus humaines. Le quatrième axe, c'est réveiller les fraternités dormantes, ces envies d'engagement que beaucoup portent, mais parce qu'on est pris dans le flot de la vie, parce qu'on ne se sent pas légitime, parce qu'on est trop discret, on ne s'engage pas. Et je pense que Joe Spiegel aura des choses à dire en la matière. Et le cinquième axe, donc, c'est valoriser les métiers du soin et du lien, ces essentiels qui ont été révélés pendant la crise sanitaire. Ils sont essentiels à notre société. Bon, c'est souvent des emplois précaires, des emplois féminisés, souvent invisibilisés, faiblement rémunérés. Et finalement, leur redonner leur juste place plutôt que de payer des consultants de McKinsey et des banquiers et dont la valeur ajoutée est encore à justifier, renforcer ces métiers du soin et du lien permettrait à notre pays d'être mieux, de vivre mieux tous ensemble. Et donc pour ça, il trace 5 axes d'action qui pourraient être finalement saisis par le Parlement dans une grande loi, mais aussi adoptés par les territoires pour les rendre concrets, parce que ça reste quand même un rapport assez théorique, mais c'est important de savoir pourquoi on se bat. Une première action qui est dans les fondamentaux de notre société, c'est une école du nous. Ils veulent développer une école du nous, ça veut dire apprendre finalement l'empathie, le respect dès le plus jeune âge pour vivre avec les différences culturelles, les différences de soi. Et donc pour eux, l'école doit redevenir ce lieu où on apprend pas simplement des savoirs, mais aussi l'écoute, la coopération, la bienveillance. Bon, c'est un vœu pieux, c'est pas si simple. Tous les maires qui se respectent rencontrent des enseignants qui tous les jours vous disent déjà, si on pouvait éviter d'être devenir des éducateurs, mais de redevenir des instructeurs, ce serait bien. Là, ils vont plus loin en disant, il faut qu'on développe effectivement des qualités humaines
chez les enfants, sans doute euh, trop exposés aux écrans, trop exposés ou pas assez exposés à l'altérité. La deuxième action concrète, c'est de développer des lieux fraternels partout. Il souhaite que dans chaque commune, il y ait au moins un lieu ouvert à tous, où l'on peut se rencontrer, se retrouver, tisser des liens, avoir des espaces de rencontre et de dialogue. Là, c'est un vrai outil de lutte contre la solitude, mais aussi de lutte contre la pauvreté. On voit de nombreux villages, notamment ruraux, où on a vu déserter tous les services publics. Vous n'avez plus rien. Et quand il n'y a plus de services publics, après, ce qui s'en va, c'est le commerce. Et donc, quand il n'y a plus de commerce, il y a plus de lien. Et la salle communale est souvent réservée pour des événements privés, des événements familiaux, mais ça ne crée pas du lien avec celui qui est seul. Donc, ils emmènent un petit peu à réfléchir comment pourra ces lieux ouverts à tous pour créer ces liens de fraternité. Troisième action, c'est une société de l'engagement. Ils invitent donc à réfléchir à comment on peut permettre à tous les Français de davantage s'engager, parfois juste parce qu'ils ne savent pas comment. Et donc vraiment développer le bénévolat, le mentorat, mais aussi ils insistent beaucoup sur le mot rituel. Recréer des rituels citoyens, des grandes fêtes, des grands moments où on peut se retrouver, des grands moments où on peut agir ensemble aussi. Ça me semble être assez intéressant. Et là, je vous livre une anecdote, puisqu'en tant que mère, on a le plus grand pouvoir de fraternité, c'est de marier les gens, c'est de célébrer l'amour. Moi, à chaque mariage, je dis souvent, finalement, les révolutionnaires étaient un peu cathos sur les bords, puisqu'ils ont gardé justement le mariage. Le mariage est un rituel qui est devenu laïque, mais qui est devenu profondément fraternel. Et c'est ce type de rituel citoyen qu'on pourrait réussir à développer dans nos villes et nos villages. Le quatrième axe, c'est la reconnaissance des métiers du soin et du lien. Donc, ils sont pour une revalorisation à travers une grande cause nationale qui serait faite pour ces métiers-là, auxiliaires de vie, éducateurs, soignants, animateurs. Et le cinquième axe, c'est des territoires démonstrateurs. Ils souhaitent pouvoir, à l'image de ce qu'a pu faire Joe Spiegel, mais c'est d'expérimenter des politiques locales de fraternité qui soient ambitieuses et qui pourraient ensuite inspirer et s'aimer. Et c'est pour ça que les auteurs nous ont appelés, différents maires, à contribuer en disant, mais en quoi déjà vous faites œuvre de fraternité dans vos villes et comment s'inspirer les uns des autres et le transformer en vraie politique publique nationale avec des moyens, avec une redistribution. Et j'en viens donc à la conclusion finalement de leur rapport, c'est le rôle central que les maires occuperaient dans l'incarnation et dans la réalisation de cette politique publique de la fraternité, puisque ce sont les premiers acteurs du lien social, qui sont dans l'innovation, dans la gestion de crise, ils incarnent la proximité. Et donc, ils souhaitent un triplement des dotations de l'État vis-à-vis des communes rurales et urbaines pour pouvoir justement développer ces nouveaux pouvoirs des maires et une grande loi donc sur la fraternité. Donc, ils demandent des moyens accrus aux communes, un cadre national clair et une liberté des maires d'adapter ensuite les dispositifs aux réalités locales. Et donc, ils souhaitent évidemment et puis conclut en disant bah, c'est un choix politique qu'on doit mener, mais qui est essentiel, je pense, pour la survie démocratique, même de la survie de la cohésion nationale. C'est soit on fait le choix du repli sur soi, du chacun pour soi, qui alimente les divisions, les fractures et le populisme, soit on se dit allez, on rentre dans cette politique de la fraternité qui répare, qui rassemble et puis qui redonne aussi, je pense, un espoir singulier dans ce monde un peu complexe. Et donc, voilà, il développe ce concept d'une fraternité qui est efficiente, qui est juste et qui serait universelle. Voilà un peu pour le rapport. J'ai essayé d'être à la fois concis et exhaustif et sans trop trahir leurs pensées. Merci beaucoup. Donc, je vous redonne la parole pour témoigner de votre expérience. Oui, alors, donc une fois de plus, c'est un rapport assez théorique et on se dit, bon, bah, moi en tant que maire de Laval, donc c'est une ville au cœur du Grand Ouest, sans doute une ville assez secrète dans le Grand Ouest, pourtant une ville qui va bien. Et pourtant, on voit bien que, enfin, moi, l'angle que j'ai pris en réponse au rapport, dans la note à la Fondation, c'est de se dire que
effectivement, on est dans une fraternité sans le savoir et dans une fraternité vraiment, véritablement en action. Et moi, j'ai décliné la fraternité sur trois politiques publiques, finalement, qui la caractérisent le mieux. Finalement, la fraternité que j'appelle solidaire, qui permet de faire plus pour ceux qui ont moins. Moi, je parle de solidarité émancipatrice. Je pense que la solidarité, juste pour aider son prochain, enfin, on n'est pas dans le misérabilisme. La solidarité, elle doit permettre à chacun de réussir sa vie, en tout cas de s'émanciper et de pouvoir avoir ses choix. Et ça, c'est vraiment important. Et je reviendrai sur ce qu'on a mis en place en termes d'action concrète. La deuxième déclinaison, c'est une fraternité qui est universelle, et ça c'est important, c'est comment, même depuis une ville comme Laval, on pense global et on agit local. On appartient au monde, et donc c'est tous les échanges interculturels qu'on peut développer et agir local. Et le troisième axe qu'on a finalement développé en politique publique locale, c'est une fraternité citoyenne, en partant du principe qu'une citoyenneté qui n'est pas utilisée s'use. Il n'y a que la fraternité citoyenne, la citoyenneté qui ne s'use que si elle n'est pas utilisée. Donc là aussi, pas mal d'actions. Donc je reviens sur le premier volet, sur la fraternité au service des solidarités. Ça voudrait dire quoi? Nous, à Laval, on parle du principe que il faut d'abord sécuriser la personne, la famille dans un parcours de réussite. Il faut pouvoir les sécuriser des risques de vie. Et donc, ça passe par des politiques, évidemment, du logement, de l'alimentation, de l'emploi, de la mobilité. Une fois que vous pouvez être bien logé, bien vous nourrir, bien vous mouvoir et vivre de votre travail, il y a peu de raisons que vous puissiez pas ensuite être bien. Et ça, c'est important de le redire. Je crois qu'on a un rôle clé pour pouvoir développer cette sécurisation du parcours de vie, avec toujours l'idée de faire plus pour ceux qui ont moins. Ceux qui n'ont pas besoin de nous, bah, tant mieux pour eux, c'est qu'ils ont eu la chance d'avoir été sécurisés auparavant. Et donc, à Laval, par exemple, on a développé, sur la question du logement, quelque chose d'assez innovant, l'hébergement temporaire chez l'habitant, via une association d'hébergement de jeunes, des jeunes travailleurs ou des jeunes alternants, plutôt que de payer double charge locative parce qu'ils étudient à Rennes mais ils ont une alternance à Laval, plutôt que d'avoir deux logements parce qu'ils font 2 semaines et 2 semaines, ils sont logés chez l'habitant qui a peut-être une chambre en plus et qui permet pour quelques euros à la fois de créer une fraternité au sein du foyer, au sein de la maison qui est habitée, une manière aussi écologique de bien occuper les maisons qui sont globalement dans nos villes sous-occupées, parce qu'on a toujours une chambre en trop. Et voilà, ça fait œuvre, je pense, de lien. Et je peux témoigner à titre personnel, nous on héberge depuis maintenant 1 an et demi un alternant à la maison. Et je trouve, alors malgré les 3 enfants et malgré une vie active très dense, eh ben, ça crée des liens, ça crée une richesse humaine. Et je crois que c'est une vraie fraternité retrouvée où on permet à des jeunes de se loger à un prix abordable. Ouais, on arrive à mêler, donc ça c'est un exemple assez puissant. Ensuite, faire plus pour ceux qui ont moins. Nous, à Laval, on a un territoire de plein emploi, 5% de chômage, et pourtant, il y a des personnes très, 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 très éloignées de l'emploi, des personnes qui sont plus de 5 ans hors de l'emploi. Donc, grâce à l'idée, à l'initiative d'ATD Carmonde, Territoire zéro chômeur longue durée, on a mis en place une entreprise à but d'emploi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui vise finalement à recenser à l'échelle d'un quartier toutes les personnes hors de l'emploi depuis plus de 2 ans, de leur proposer de rentrer dans une aventure entrepreneuriale dont le but est de créer une entreprise à partir des compétences de ces personnes très éloignées de l'emploi. Et ça part du principe que chaque personne humaine a un talent, a une capacité, un savoir-faire. Et c'est pas le travail qui manque, et c'est pas l'argent qui manque pour pouvoir ensuite financer ce talent. Et donc, on a développé des activités à travers cette entreprise à but d'emploi. On a réouvert un restaurant dans le quartier avec des talents de cuisinières et de cuisiniers assez exceptionnels. Et surtout, ce qu'on a recréé, c'est une ferme urbaine. On a planté du maraîchage et des arbres fruitiers qui visent, d'ici l'année prochaine, à nourrir jusqu'à 1000 habitants du quartier. Une vraie économie circulaire avec donc des habitants salariés par l'entreprise qui vont planter, ramasser, vendre, tant à la cuisine centrale qu'aux habitants, avec cette logique toujours de créer du lien entre l'urbain et le rural. On a la chance d'avoir un quartier populaire qui est bordé de 10 hectares de nature. Donc on va réactiver 10 hectares de nature pour du maraîchage à côté des Tours. C'est vraiment la ville des champs et la ville des Tours qui est réunie. Et c'est assez exceptionnel de voir que ça crée comme valeur ajoutée. Le lien entre des habitants de quartiers populaires avec la terre, le lien avec ceux qui viennent acheter leur nourriture,
Et ça crée, ça crée beaucoup de. Et puis ça crée aussi une culture écologique, puisqu'on a planté au début avec les écoles du quartier, les enfants sont venus et se sont appropriés aussi le terrain. Je trouve que c'est quelque chose qui incarne bien ce que pourrait être une fraternité solidaire, c'est-à-dire qu'on fait ensemble, on agit ensemble pour développer des emplois, pour créer de la richesse et de la richesse qui a du sens par rapport au territoire où on vit. Le deuxième axe donc, que j'ai développé dans la note que vous pourrez retrouver, c'est la fraternité universelle. On a à Laval, comment dire, on a à Laval, pourtant c'est l'ouest de la France, mais une grosse vague d'immigration d'une communauté guinéenne depuis les années 90 qui travaille dans nos usines et notamment dans l'agroalimentaire, dans les abattoirs accessoirement. Donc les abattoirs, c'est quand même des conditions de travail qui sont très dures. Je ne sais pas si vous en avez visité, mais il fait 4 degrés. C'est très peu machinisé. Il y a encore beaucoup de travail à la main. Et donc, c'est des métiers principalement qui sont reclassés aux derniers arrivants, donc aux migrants. Euh, et donc, cette communauté guinéenne qui s'est installée dans les 90, avec l'aval évidemment des entrepreneurs et du MEDEF, a fait des enfants et c'est devenu une communauté franco-guinéenne. Mais tout l'enjeu, c'est comment on intègre une population nouvelle, qui n'a pas forcément la même couleur de peau, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas forcément, même si on partage déjà le français, ce qui est une force, comment on fait la fraternité, parce que pendant très longtemps à Laval, on n'a pas voulu les voir, on les a mis dans des quartiers populaires, bien enfermés, sous cloche, ils faisaient leur travail jusqu'au logement, et maintenant que les enfants existent, eh ben, ils sont scolarisés, ils sont dans les crèches, etc. Et donc on a développé un festival de culture urbaine avec un franco-guinéen assez connu en Guinée, donc Minos. Et depuis plusieurs années, on accueille dans nos salles polyvalentes, en cœur de ville, un festival musical et de foot, parce qu'ils adorent le foot, et qui permet justement à tout le monde de reconnaître cette culture-là. Et la semaine prochaine, par exemple, on reçoit Black M, pour ceux qui connaissent. Donc, vous voyez, vraiment et qui vient gratuitement à Laval. C'est vraiment pour soutenir une initiative qui ne coûte quasiment rien, qui montre que quand on crée les conditions de la rencontre et de l'échange, il peut se créer une valeur ajoutée exceptionnelle. L'ambassadeur de Guinée est venu il vient chaque année depuis 3 ans, et il y a une vraie résonance qui se fait entre Laval, la Guinée et un vrai échange interculturel qu'on a développé puisque un autre exemple que je donne, depuis le début du mandat, nous, on a développé une saison culturelle dédiée à un pays. Pendant 2 mois, on dédie euh, toute une programmation au cinéma, au théâtre, à l'hôtel de ville, des conférences dédiées à un pays. Et donc l'année dernière, on l'a fait sur la Guinée, mais on a pu le faire avec tous les jumelages, les villes jumelles auxquelles on est associé. Et ça aussi, vous voyez, je pense que c'est faire œuvre de fraternité universelle. C'est pas parce qu'on vit en France, à Laval, dans un pays riche, qu'on ne doit pas s'intéresser au dérèglement du monde, qu'il soit climatique, qu'il soit humain, qu'il soit migratoire. On a tous un rôle à jouer de développer une certaine diplomatie locale, une diplomatie parfois d'intégration locale, qui donne, je pense, espoir face aux diplomatie par le bas même, qui donne espoir là où on perd un peu espoir vu le débat public tellement tronqué sur ce sujet de la migration. Et puis troisième exemple, et je vais terminer rapidement, mais qui pourra sans doute faire écho à nos autres intervenants, c'est comment on développe une fraternité citoyenne, comment euh, être dans une citoyenneté active, là aussi, c'est développer le vivre ensemble et la fraternité. Et donc, je vais vous donner un exemple de ce qu'on a pu faire, qui est peut-être un peu plus parlant. On a vécu donc à Laval les émeutes à l'été 2023. On a presque eu les mêmes émeutes que les villes autour, hein, les métropoles, Rennes, Nantes et Le Mans, qui le même soir ont explosé. Nous, on a eu beaucoup de bâtiments publics qui ont flambé. Donc ça nous a beaucoup heurté, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a oublié alors que on a mis énormément de moyens dans les quartiers populaires. C'était au cœur de notre projet municipal, faire plus pour ceux qui ont moins. Donc on s'est dit qu'on avait loupé quelque chose et que sans doute qu'il fallait revoir nos logiciels et revoir nos politiques publiques d'accompagnement des habitants des quartiers populaires. Donc on a développé une convention citoyenne dédiée aux quartiers populaires. Donc vous connaissez le principe de la convention citoyenne. On tire au sort des habitants. Nous, c'était une majorité des quartiers populaires. On crée un comité des garants neutre qui assure la qualité des débats. On crée les conditions de la participation puisqu'on a indemnisé les tirés au sort.
on les a nourris, on a gardé les enfants, on les a déplacés s'il y avait besoin de se déplacer du quartier pour venir à l'hôtel de ville. Donc on a vraiment créé les conditions de la réussite, ce qui nous a permis d'avoir vraiment un panel représentatif. On avait des personnes, que des primo participants, avec des personnes au RSA, des personnes issues de l'immigration. Enfin bref, c'était un vrai panel. Et donc, ils ont développé pendant 3 week-ends un manifeste pour les quartiers populaires. Donc, ils ont fait œuvre de fraternité puisqu'ils se sont rencontrés. Certains habitaient à quelques numéros mais ne se connaissaient pas. Il y a eu un vrai groupe, une vraie solidarité qui s'est créée pendant le groupe. Et puis, ils ont développé un manifeste, donc écrit un manifeste qui est à votre disposition sur le site internet de la ville de Laval, qui est assez intéressant, qui a été écrit avec quelques constats et surtout pas mal de propositions et des propositions qui ont été votées sur le principe du consensus. En fait, toute personne avait des droits de veto. S'ils n'étaient pas d'accord, ils disaient je ne suis pas d'accord avec la proposition. Et donc, dans ce cas-là, la proposition était rejetée. Et quand on regarde qui étaient les attendus, les deux principaux attendus de la Convention citoyenne, et j'en terminerai là, c'était un, notre priorité des priorités, c'est faire réussir nos enfants. Et deux, pour faire réussir nos enfants, faisons ensemble réussir les parents qui éduquent et qui font grandir ces enfants-là. Et je trouve qu'il n'y a pas de plus beau message fraternel que de se dire que la politique et ce pourquoi on s'engage, c'est évidemment pour les générations à venir et ceux évidemment qui essayent de les faire grandir. Voilà, et je pourrais vous parler du Printemps des maires si vous le souhaitez, un autre moment, cette initiative qu'on mène avec Olivia, notamment pour développer l'engagement citoyen en vue des municipales, puisque sans candidat, il n'y aura pas d'élection municipale et je compte sur vous pour vous mettre sur les listes et ne pas laisser la place à l'extrême droite qui malheureusement gangrène nos villages. Merci à toutes et tous. Merci. Maintenant, Claude Verret. Claude Verret, voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ouais, ça fait plaisir. Il y a une salle qui est pleine. Je ne connaissais pas bien la vie nouvelle, mais je vois qu'il y a une belle dynamique citoyenne, une belle envie d'apprendre. En tout cas, ça fait plaisir et je vous remercie d'être là. Alors, d'abord, après avoir été élu de 76 à 82, je suis parti du monde de l'électorat et d'avoir eu un mandat et je suis revenu dans la société civile où je me sentais beaucoup mieux, je dirais presque comme un poisson dans l'eau. Pourquoi? Alors, la première des choses, c'est que dans la société civile, on peut avoir des visions à très long terme. Quand on travaille, par exemple, sur l'environnement ou sur le dérèglement climatique, travailler sur 6 ans, je pense qu'il faut avoir une capacité, voire une vision pour arriver à modifier sa commune sur 6 ans. Le temps qu'on met à monter un projet, à faire demande de subvention, demander des permis de construire et tout, ça prend souvent plus de 6 ans. Alors, beaucoup de maires essayent d'avoir 12 ans, ce qui est déjà une meilleure performance. Mais en tout cas, la société civile, le monde associatif, les mouvements sociaux se projettent souvent sur un plus long terme parce que le dérèglement climatique, c'est 30 ou 40 ans. Parce que remettre une forêt en place, c'est 700 ans. Pour avoir une rivière qui est propre, c'est souvent une vingtaine ou une trentaine d'années. Et donc, la société civile permet d'avoir cette vision sur le long terme. Une fois que j'ai dit ça pour situer à peu près mon positionnement dans la société civile, le maire de Laval l'a très bien dit, c'est d'avoir sur les territoires un récit commun et une vision commune. C'est extrêmement important parce que quand on parlait tout à l'heure peut-être des gilets jaunes ou des moments de révolte, je crois que ce qui manquait, c'était un récit commun et une vision commune. Alors, dans la Drôme, on en a parlé un petit peu hier, il est assez facile d'avoir un récit commun et une vision commune. Pourquoi? Parce qu'on est tous issus à un certain moment de la résistance. Et à ce moment-là, et je vous rappelle le beau panneau que vous trouverez sur Internet, ici commence le pays de la liberté, qui était affiché à Saint-Martin-en-Vercors, que vous pouvez tous voir. C'est un moment où Claude Alfandéry, le président du laboratoire d'économie sociale et solidaire, prenait la parole le 14 juillet 1944, avant la libération officielle, et il parlait de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la justice sociale. Pour dire pourquoi. Et pourquoi je parle de ça? Parce que
Cette histoire nous a imprégnés, cette histoire nous a irrigués, cette histoire nous la portons tous. Et quand j'ai vu que la vie nouvelle était inspirée d'Emmanuel Moulier, je me suis dit, mais ça, il y a des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences, qui sont des rendez-vous, puisqu'Emmanuel Moulier, qui était à l'école d'Uriage avec Beuve-Méry et avec d'autres, est venu à Die, au château de Chamarge, et il a formé ce qu'on appelait dans des équipes volantes, il a formé les cadres de la résistance à ce moment-là. Bon, les Allemands sont arrivés, ils ont brûlé le château de Chamarge, mais il a fait son travail d'éducation populaire à ce moment-là, et c'est une des personnes qui a inspiré toute l'histoire de ce territoire, pour ceux qui cultivent la mémoire et pour ceux qui ont encore une vision historique de là où on en est au niveau de la démocratie, au niveau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Alors quand j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met en place sur nos territoires pour irriguer cette liberté, cette égalité, cette fraternité, cette justice sociale et, in fine, cette démocratie? Alors, c'est le nombre d'expériences associatives, de mouvements sociaux et d'outils dont on a usé sur ce territoire, et on en a usé énormément, prendrait beaucoup plus d'une heure pour que je vous raconte l'histoire de ce pays. La première chose, la ville de Die, c'est 5000 habitants, c'est une sous-préfecture, qui a gardé son lycée, son collège, sa gare et sa sous-préfecture, donc ce qui est aussi déjà, qui ont été des batailles mémorables pendant les 40 dernières années, mais ça veut dire qu'il y a, dans cette sous-préfecture de 5000 habitants, il y a 300 associations. Imaginez le nombre de personnes que cela implique. C'est énorme, c'est une des plus denses de France, cherchez pas. Et ça veut dire que toutes les associations qui travaillent sur ce territoire irriguent au quotidien la citoyenneté, la fraternité et la démocratie in fine dont on est en train de parler. Dominique Schnapper parle de la démocratie d'une manière tout à fait, la fille de François, de Raymond Aron, parle de la démocratie d'une façon tout à fait intéressante. Elle dit la démocratie, ce n'est pas les élections, c'est même pas les partis politiques, c'est même pas les élus. La démocratie, c'est comment nous vivons au quotidien. Est-ce que je parle encore convenablement à mon voisin? Est-ce que je parle encore convenablement à ma femme ou à mes enfants? La démocratie, c'est d'apprendre à l'altérité, c'est d'apprendre d'être bien avec les autres. C'est d'être bien avec les migrants, d'être bien avec tout le monde. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Je suis militant des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, et quand on a fait venir, puisqu'on travaille énormément à faire venir des réfugiés yézidis irakiens sur la ville de Die et sur le territoire du Diwa, quand on a fait venir les premières familles irakiennes yézidis, je me suis dit, voilà, on les installe sur Lucan d'Ivoire, le gars qui est à côté de la Kurde, c'est la Kurde qui nous avait ouvert la première maison pour les accueillir, c'était quelqu'un du Front National. Et je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir, je vais lui dire, je vais lui parler de fraternité, de justice. Et puis je me suis dit, non, tu ne vas rien faire du tout, parce que les gens, quand on leur parle comme ça les renforce dans leurs convictions. Donc je ne suis pas allé. Et le gars, c'est une famille, avec les parents et 8 enfants. Et je ne suis pas allé, puis je me suis dit, bah, écoute, on va faciliter, on va être facilitateur sans visibilité. Et au début, c'était un peu, on se regardait, les gens se regardaient un peu en chien de faïence. Et puis, au bout de 15 jours, la personne dont je parlais a commencé, les vélos des enfants étaient tous dégonflés, vous connaissez ce genre de choses. Il a commencé à dire, bah, si vous voulez, je vous répare les vélos. Alors moi, je me suis dit, voilà, on est sur le bon chemin, il n'y a pas trop de choses à dire. 15 jours après, les yézidis avaient besoin d'outils de jardinage parce que le jardin du curé qui était derrière était en friche. Ils avaient l'intention de faire des légumes, ils ont le savoir-faire, c'est principalement celui de cultiver. Et le gars, il leur a prêté des outils de jardin. Et puis, in fine, au bout d'un mois et demi, la femme yézidi a invité le gars à manger un repas de là-bas, un repas d'Irak. Et finalement, ils ont établi des liens de fraternité. Ils ne pensent pas la même chose. Ils ne sont pas du même pays, ils n'ont pas la même histoire, ils ont le même sang, comme dirait le Garon, mais en in fine, ils ont fait une fraternité sans qu'on force avec des pratiques. Là, j'insisterai peut-être sur la notion de pratique, parce que les valeurs, on n'en a pas beaucoup parlé ce matin, y compris en visio, on peut les afficher liberté, égalité, fraternité. Ça fait 200 et quelques années qu'on les affiche au fronton de nos mairies, avec une forte conviction qu'elles sont bonnes, qu'elles sont justes, qu'elles sont à réoxygéner peut-être, mais en définitive, quelles sont nos pratiques? Ça, c'est intéressant de voir dans nos pratiques quotidiennes, dans le monde associatif, dans le monde de l'entreprise,
dans le rapport à nos élus et dans les conseils municipaux, elle est où cette fraternité? Elle est où cette justice? Elle est où cette empathie qui est nécessaire pour faire vivre la démocratie? C'est une question que je pose, je n'apporte pas la réponse, je mets bien des points d'interrogation là où il faut. Deuxième cheminement de cette société civile sur le territoire du Diois et de la Biovallée, pour faire qu'il y ait du lien social, à Die, on a mis en place un festival. Alors là, je parle avec des convaincus, puisque vous êtes nombreux à être venus à Die, aux rencontres de Die et de la Biovallée. Chaque année, Michel Lebas nous amène une quarantaine de personnes pour écouter pendant 5 jours maintenant, des fois 10 jours, quand on avait plus de financement et plus la pêche. On était un tout petit peu plus jeunes aussi. Et pendant cette année, par exemple, en 2026, on va avoir 70 rendez-vous du 28 janvier au 1er février. Et pendant ce temps-là, on invite, alors vous aurez, alors j'ai vu la table de livres qui est très bien faite, vous aurez l'occasion de rencontrer Abnour Bidar, par exemple, vous aurez l'occasion de rencontrer Dominique Bourg, Isabelle Delannoy, et j'en passe. Mais c'est une occasion aussi pour se reforger la pensée, pour structurer la pensée, pour se renforcer sur les idées que nous avons entre nous, sur dire, ben voilà, je pense des trucs complètement absurdes au niveau des vivants, comme nous l'avons évoqué hier. Eh bien non, il y a plein de gens qui le partagent. Et on repart regonflé, réoxygéné, comme dit mon ami Patrick Vivray, réoxygéné pour affronter des fois nos adversaires futurs. Ces rencontres de Die, elles ont un avantage énorme, c'est que sur tout un territoire, elles mobilisent la population, les habitantes et les habitants, quel que soit leur cheminement. On a essayé de faire qu'il y ait 2 choses qui sont importantes. La première, historiquement, ça s'appelait les rencontres de l'écologie. Les rencontres de l'écologie, alors on se fiait et surtout on s'inspirait d'un livre de Félix Guattari qui s'appelle « Les 3 écologies », qui disait en 72, si vous faites de l'écologie environnementale et que vous protégez les castors et les vautours et maintenant la loutre dans le Diois, c'est super, c'est formidable, mais vous ne ferez pas un projet politique et vous ne ferez pas un projet de coopération territoriale. Et si vous faites de l'écologie sociale, que vous faites des pistes cyclables et que vous avez des capteurs solaires et que vous faites des démocraties participatives, mais que, comme disait Pierre Rabhi, si vous battez votre femme en rentrant, vous ne faites pas de l'écologie non plus. Et il disait aussi, si vous n'avez pas une écologie personnelle, je pense à cette écologie intime d'une certaine manière, une écologie qui s'appelle faire de la méditation, d'avoir de la communication non violente, d'avoir une écoute attentive, de parler avec justesse plus que justice. Donc tout ça, ça fait partie d'une écologie personnelle qui est au fond ce que vous appelez d'une spiritualité, moi que j'appellerais aussi gentiment et facilement une spiritualité laïque, sur laquelle on doit cheminer pour arriver à faire société. Et d'allier ces 3 choses, ces trois visions dans les rencontres de Die, on a fait une chose assez formidable, c'est-à-dire les gens qui faisaient du yoga sont venus écouter des gens qui construisaient ou qui demandaient des pistes cyclables, et ils sont venus écouter des gens qui protégeaient les castors. Ils sont souvent restés au bout d'une conférence sur un autre sujet qu'ils n'avaient pas abordé, et du coup, il y a une sorte d'émulsion, de synergie des pensées qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de diversités sont au cœur de ces rencontres citoyennes. La deuxième stratégie au niveau des rencontres de Die, c'est de mettre en place ce que nous, on appelle une triarticulation. On appelait une triarticulation, aujourd'hui, c'est plutôt une quadriarticulation. S'inspirant aussi d'un autre livre de Nicanor Perlas, un militant syndicaliste philippin qui a écrit La société civile, le 3e pouvoir. Nicanor Perlas, qu'on a rencontré à Lyon il y a 17 ans, je crois, nous disait, écoutez, nous, quand on a voulu faire tomber le gouvernement Marcos, la dictature Marcos, il a fallu qu'on fasse alliance avec les élus qui n'étaient pas corrompus, avec les entrepreneurs qui ne voulaient pas faire que de l'argent ou de la prédation, et la société civile, le monde associatif, le monde syndical. Et là, on a enfin, dans cette confiance construite, on a fait basculer la dictature Marcos et on a mis en place. Alors, je ne donne pas la suite parce que par la fenêtre sont rentrés d'autres Marcos, mais en tout cas, ils ont transformé la société philippine. Et a dit, c'est exactement de là qu'on s'est inspiré. Quand on fait une table ronde, par exemple sur les mobilités, on fait venir le monde associatif. Alors nous, on est bien placés parce qu'on a plusieurs associations qui travaillent pour sauvegarder depuis 40 ans le train Paris-Briançon. On invite la SNCF, on invite tous les acteurs et les usagers du train
et des élus, puisqu'on aura Karim Adeli qui a été responsable pendant des années au Parlement européen de la mobilité. Donc on fait un travail de mise en lien avec les autres partenaires d'un même sujet. Je pourrais prendre la même chose sur la souveraineté alimentaire ou la sécurité sociale de l'alimentation ou sur les énergies. Ce n'est pas les sujets qui manquent. Alors pourquoi faire ça? Et quand on parle de fraternité, il y a quelque chose qui nous a transformés à ce moment-là dans le territoire de la Biovallée. C'est-à-dire qu'on est passé d'une lutte fratricide, j'aime bien le mot fratricide là parce il était très évocateur à l'époque, d'une lutte fratricide dans le monde associatif et le monde des élus, le monde des élus, le monde de l'entreprise et le monde associatif et le monde de l'entreprise. Il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, souvent, les luttes se passaient sur la protection de la forêt ou la protection de la rivière dans des opérations extrêmement dures au niveau de l'écologie. Des occupations, je ne vous la liste pas, vous avez certainement participé à certaines de ces luttes. Et puis petit à petit, dans le cadre de ces rencontres de l'écologie, on est arrivé à cheminer sur le fait que dans cette quadri-articulation, alors maintenant je parle de quadri-articulation, pourquoi? Parce que dans la gestion territoriale, et ça rejoint des choses qui pourraient être mises en place sur tous les territoires. C'est un peu ce que font les SEM, les syndicats d'économie mixte, mais malheureusement où il n'y a pratiquement que des élus. C'est un système qu'on a mis en place dans la Drôme, on appelle ça un consortium de quadri-articulation, où on a mis en place une structure qui chapeaute, ça c'est difficile à intégrer pour la représentation, les communautés de communes, les 3 communautés de communes de notre territoire, la communauté de communes du Lillois, de Crest et du Val-de-Drôme, dans une synergie qui à la fois va chercher des aides. On est allé sur le GPRA de Rhône-Alpes pour aller chercher 18 millions. On vient d'avoir dans un type, un territoire de grande ambition auprès du ministère de l'écologie et de la Caisse des dépôts et conciliations, la Banque des territoires maintenant, on est allé chercher 19 millions aussi très récemment. Et donc ce consortium regroupe dans la gestion territoriale un quart d'élus, un quart d'entreprises, un quart d'associations et un quart de citoyens non encartés nulle part, qui ne se reconnaissaient pas dans les premières structures. Et donc ce système de co-gestion, oui, j'allais dire d'autogestion, pas rappeler trop de souvenirs de ce moment-là, de ces moments-là, permet d'intégrer tout le monde et de laisser personne au bord du chemin. Et puis, comme je le rappelais hier aussi à un certain moment, on a réussi à intégrer, on y travaille ardemment en ce moment, un 5e collège que très peu d'acteurs jusqu'à maintenant évoquaient, le collège des non-humains. Alors, on fait un travail, je ne vais pas refaire le discours d'hier, on travaille énormément sur la forêt, puisqu'on a une forêt méditerranéenne qui est en train de disparaître et qu'il va falloir replanter. On travaille énormément sur la réintroduction d'énormément de variétés de chauves-souris, de vautours, de tout un tas d'animaux qui ont disparu au siècle dernier quand on les tuait parce qu'on en avait peur principalement. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la rivière Drôme. Et la rivière Drôme, comme le fleuve de Nouvelle-Zélande, le fleuve de Nouvelle-Zélande a acquis un statut juridique, a institué une représentation, un parlement, ce qui est fait aussi au niveau de la Loire. En ce moment, il y a un parlement de Loire, il y a un parlement d'Isère, il y a un parlement du Rhône. Et donc, on travaille sur la représentation de la rivière dans la sphère politique et dans la reconnaissance juridique. Et donc, on est en train de travailler sur un 5e collège. Alors, pour nous, c'est formidable parce que d'avoir un allié supplémentaire dans la cogestion du territoire, qui est la rivière ou qui est la forêt, c'est un appui supplémentaire à la décision. Alors, on n'a pas encore décidé aujourd'hui, comme pour la forêt équatorienne ou la forêt bolivienne, qui représenterait la rivière dans les institutions publiques et les institutions politiques. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est peut-être plus facile puisqu'il y a des peuples premiers qui sont amenés à être les représentatifs de cette rivière ou de cette forêt, parce que pour eux, ces forêts et ces rivières sont sacrées. Et donc, il y a une histoire derrière. Quand les Mongols disent que dans les loups, il y a les ancêtres, on comprend la différence qu'il y a avec chez nous. Quand on abat des loups, ici, on n'abat pas nos ancêtres. Donc, il y a une grosse différence culturelle. Donc, on est en train de travailler pour savoir comment on va
On dit qu'il faut freiner, qu'il faut bientôt s'arrêter. On est en train d'imaginer comment vont être représentés. Pour l'instant, on fait une chose très technique, mais très intéressante, et je vais terminer là-dessus. Dans tous nos conseils d'administration, écologie au quotidien et BioVallée, on met une chaise, et sur la chaise, on met un poster de la Drôme. Et quand il y a un projet d'aménagement, un projet d'endiguer la rivière, ou d'enlever les ripisylves, on fait une chose simple, on demande, chacun de nous, d'entre vous, pourrait demander à la rivière, et qu'est-ce qu'en pense la rivière? Et donc, c'est une autre vision du monde, c'est un pas de côté, c'est une humilité par rapport à une nature qui était là depuis 200 000 ans, une rivière qui était là depuis 200 000 ans et qui sera sans doute peut-être, si on continue sur le même chemin, longtemps après nous. Et donc, c'est pas un pas de côté, mais surtout un pas d'humilité. Je reviendrai sur le sujet. C'est à toi, Jo. Merci, merci d'abord à Florian et à Claude d'avoir partagé votre pensée, vos engagements, vos actes posés. Il s'agit bien de cela, de poser des actes. Et je voudrais remercier Vie Nouvelle de nous inviter à réfléchir, à témoigner, à débattre de l'articulation entre la démocratie et la fraternité. C'est le sujet sur lequel je voudrais un peu poser ma réflexion. Merci de nous inviter à interroger, à espérer, à construire dans nos territoires une démocratie de fraternité. Et je crois que c'est plus qu'une invitation. C'est aujourd'hui une urgence, ça a été dit par Florian, une urgence dans le monde tel qu'il va. Et je pense que la démocratie de fraternité devra s'offrir à la fois comme une réponse à la crise démocratique qui est profonde, tant le niveau de défiance est élevé aujourd'hui, mais aussi répondre, je crois profondément, à une alternative territoriale, à la mondialisation de la régression, aux dérives mortifères des gouvernements autoritaires, aux oligarchies, au populisme, au trumpisme rampant, à la face sombre des réseaux sociaux, à la société de la post-vérité, à la société de la post-réalité. Et je pense qu'on est là dans un combat entre David et Goliath. Mais je crois que vraiment les territoires demain devront être des territoires de résilience, des territoires de résistance, des territoires d'utopie et des territoires d'engagement. C'est-à-dire qu'on ne sera pas des administrateurs, les élus, mais des animateurs du processus de décision, des activateurs du potentiel citoyen. Et je pense en réalité que la fraternité, elle ne se décrète pas, elle ne se délègue pas, elle se construit en nous, elle se construit parmi nous, elle se construit entre nous, elle se construit dans le cadre d'une démocratie qui ne se réduit pas à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, qui ne se réduit pas à une délégation permanente de pouvoir, mais au contraire qui nous invite à des pratiques démocratiques, ça a été dit par Claude, à des pratiques démocratiques qui activent le potentiel citoyen qui existe en chacun d'entre nous. Et ça renvoie donc à une définition et une conception plus ambitieuse de la promesse démocratique. J'aime bien citer Hannah Arendt qui disait que la démocratie, c'est organiser l'espace qui existe entre les gens. En d'autres termes, à côté de la démocratie régime dont parle Pierre Rosanvallon, il y a la démocratie société, c'est-à-dire considérer la démocratie comme un mode de vie, comme la volonté de vivre ensemble. Et c'est pas ringard que de dire ça, la volonté de vivre ensemble et la capacité de faire société. En tout cas, c'est le chemin que nous avons emprunté en équipe à Kingersheim, dont j'ai été maire pendant 31 ans, et c'est un récit. Nous avons besoin de récits que nous avons écrit avec les habitants, et dans ce récit, il y a le sens, il y a l'écosystème concret, et puis il y a ce qui va radicalement changer les choses dans nos transformations des pratiques. Il y a le sens d'abord, quelles sont les valeurs, quels sont les principes, quelles sont les raisons, quel est l'état d'esprit qui nous ont poussés à Kingersheim à vouloir démocratiser la démocratie et à considérer que le dialogue constitue l'idéal démocratique. Le dialogue quand je parle de co-construction. Et puis il y a l'écosystème démocratique dont je dirais les exigences et les marqueurs tout à l'heure et qui essaie de répondre concrètement aux exigences d'une démocratie que nous voulions vivante, réelle, effective. Pas ce petit budget participatif qui cache l'arbre de la forêt de l'anesthésie démocratique, du réel en fait. Comment construire une démocratie vivante, réelle, effective. Et puis il y a ce qui peut radicalement changer. D'abord, dans le rôle des élus, je l'ai indiqué tout à l'heure, une vision, visionnaire, ensemblier,
mais surtout ouvriers du vivre ensemble, modestes ouvriers du vivre ensemble. Et ça changera aussi forcément notre rapport au pouvoir. Comment passer du pouvoir sûr au pouvoir d'eux, dont mon ami Patrick Vivray dit que c'est un pouvoir de création. Ça fait partie de l'impensé démocratique, mais il n'y a pas de démocratie construction sans cette transition entre le pouvoir sûr et le pouvoir d'eux. C'est aussi un changement de rapport à l'élection, qui ne sera qu'un passeport pour une démocratie continue. Tout démarre avec l'élection, ça ne se termine pas. On n'est pas élu et on ne concerte plus les habitants pendant 6 ans. C'est un passeport pour une démocratie continue. Ça change aussi dans le rapport à la décision. Non pas la posture politicienne, mais l'éthique de conviction. Pas la sacralisation partisane, mais l'éthique de responsabilité. Et je dois dire que tout au long de ce cheminement, je me suis offert des voyages, pas luxueux, pas lointains, mais des allers-retours permanents entre le besoin de penser, et il n'est pas interdit pour les élus de penser, et le désir d'agir, entre la nécessité de faire silence et l'enthousiasme de l'engagement. Et dans ce cheminement, j'ai perdu toute forme de certitude. Ça a été une chance incroyable, parce que la certitude, c'est le frein au dialogue. Mais j'ai gardé des convictions, j'en ai gardé trois, je vais les citer. Relier démocratie et exigence. C'est-à-dire substituer à l'alphabet politicien qui divise une grammaire démocratique qui élève. Deuxième conviction, concilier démocratie et transformation. La démocratie, elle est transformatrice ou elle n'est pas. Et le mode opératoire serait celui d'Edgar Morin, c'est-à-dire la métamorphose. C'est-à-dire ni le consensus mou qui se décide dans l'entre-soi de quelques notables, ni la célébration idéologique du conflit permanent, mais le compromis dynamique, c'est-à-dire le compromis de transformation, fruit de l'intelligence collective. Et la troisième conviction, je crois qu'elle est largement partagée par Vie Nouvelle, c'est la volonté de fertiliser démocratie et spiritualité. Dans sa charte, l'association démocratie-spiritualité rappelle que toutes les idéologies ont oublié la question du sens, de l'intériorité, du grandissement personnel, du refus absolu de l'inhumain. Eh bien, ça nous invite à débusquer ce que j'appelle l'impensé démocratique. D'abord le commun, qui n'est pas l'addition des envies, qui n'est pas la sommation des égoïsmes. Ensuite, les limites. Oui, tout n'est pas possible. Et toute démocratie commence par la capacité de dire le cadre de la démocratie, de la délibération. Et puis, troisièmement, une question de transcendance. On l'oublie, mais dans toute décision collective, il y a une part de dépassement du quant à soi. C'est ce que Pierre Mendès France appelle le caractère universel. Dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou modeste, il découvre en lui un citoyen. Et Dominique Schnapper disait que l'épuisement de la transcendance républicaine vient de l'épuisement de la transcendance spirituelle. Et donc, c'est avec ces convictions, et je voulais en parler parce qu'il y a aussi ça qui doit motiver. On n'est pas des bêtes administratives, on n'est pas simplement des administrateurs. On veut donner du sens aux transformations que veut porter ensemble. Et donc, c'est avec ces convictions que nous avons travaillé à la transition entre ce que Dominique Schnapper appelle une démocratie providentielle et ce que j'appelle une démocratie construction. Démocratie, trait d'union, construction. Très rapidement, la démocratie providentielle, c'est quoi? Ben, elle est descendante, elle est passive, elle est anesthésiante, elle est infantilisante, c'est vote et tais-toi, c'est dormez tranquille, je fais à votre place, c'est débattez, mais je décide tout seul. Eh bien, ça crée des boulevards d'irresponsabilité et ça crée les conditions de l'accès au pouvoir de l'extrême droite. Et puis la démocratie-construction, c'est beaucoup de choses, je veux juste en dire deux pour résumer. C'est-à-dire que toute décision est un processus. C'est pas un état, c'est pas une petite consultation, c'est pas un avis. C'est un cheminement partagé, ce que j'appelle la co-construction. Et que pour être de haute qualité démocratique, ce cheminement doit être interactif. Il faut favoriser la réciprocité des échanges. Pour cela, il faut accepter que la démocratie soit lente. Je milite pour une slow démocratie, pour prendre en compte ce qui est le propre de l'espace public, c'est-à-dire l'altérité et la complexité dont parlait Edgar Morin. Et puis, il faut que ce cheminement soit édifiant. Comment favoriser dans cette co-construction la transition et l'articulation entre le jeu singulier et nous collectifs? Et ça, c'est très important et ça nécessite aussi la lenteur, la maturation. Eh bien, c'est dans cet esprit que nous avons patiemment, on a eu le temps, hein, avec les équipes, d'élaborer
un écosystème démocratique dont je veux énoncer rapidement les exigences et les marqueurs, ce qui marque aussi, ce qui est retenu aussi par les habitants, ce qui donne sens en fait. Et je peux rentrer dans le détail peut-être dans le débat tout à l'heure. La première exigence, nous revendiquons une démocratie désirable. Ça veut dire qu'il s'agissait d'organiser des moments forts de célébration démocratique qui disaient aux habitants qu'ils sont importants dans l'intervalle des élections. Je donne un exemple, sans doute le moment le plus fondateur de ce que nous avons mis en place à Kingersheim, c'est le lancement des États généraux permanents de la démocratie, qui nous a conduit à retenir la grammaire démocratique qui est la nôtre. Comment s'écouter, comment se parler, comment décider ensemble, c'est avec les habitants que nous avons construit cette grammaire. Deuxième exigence, nous avons revendiqué une démocratie habitée, bien sûr une culture démocratique, mais aussi un lieu dédié, ça a été dit par Florian, un lieu dédié aux pratiques démocratiques. C'est la Maison de la citoyenneté, construite en 2006, 2 ans après les États généraux permanents de la démocratie. Au fond, c'est la maison de la fraternité. Et les 3 espaces qui composent cette maison de la citoyenneté évoquent les 3 cultures démocratiques qui s'ignorent, qui s'affrontent en permanence, qui ne font pas, non pas s'opposer, mais qu'il faut relier. C'est le parvis Jean Moulin qui nous introduit à la maison de citoyenneté, qui représente la culture de la résistance, de l'indignation, de la colère, de la capacité de se mettre debout. Nous traversons l'espace Jean Jaurès, qui représente la culture de l'utopie, du projet, de la vision, de ce qui est à advenir. Et puis nous arrivons dans l'Agora Pierre Mendès France, qui représente la culture de l'engagement, de la régulation, du principe de réalité. Et ça nous renvoie à cette magnifique définition de Jean Jaurès sur le courage, c'est de comprendre le réel pour aller vers l'idéal. Et puis, nous avons revendiqué, et c'est le cœur de réacteur de notre démarche démocratique, nous avons revendiqué une démocratie réelle, c'est-à-dire le principe suivant, de faire précéder chaque grande décision, ce n'est pas des petits trucs, des grandes décisions, chaque grand projet, par ce que j'appelle une séquence démocratique qui associe toutes les ressources de sens, d'intelligence, d'expertise et d'engagement. Et chaque séquence démocratique est instituée par un forum débat qui est important, qui permet de mettre sur la table les peurs, les questions, les premières préconisations, et qui est poursuivi, approfondi à travers la constitution de ce que nous appelons à Kingersheim les conseils participatifs, qui sont ni des conseils municipaux, ni des conseils scientifiques, ni des conseils citoyens, mais tout en même temps. La composition que nous avons voulu, c'est l'hybridation des ressources, permettre à un collège des habitants volontaires et tirés au sort, un collège des élus majoritaires minoritaires, un collège des experts, toutes les formes d'expertise, un collège des organisations, syndicats, associations, entreprises, de se mettre autour de la table, de plein pied le temps qu'il faut pour se parler, s'écouter, s'engueuler, essayer de construire, de fertiliser des points de vue différents, de construire des compromis dynamiques à partir de statuts différents, de compétences différentes, de sensibilités différentes. Et si on veut réduire le fossé entre les représentants et les représentés, il ne faut pas aller dans une démocratie à la queue leu-leu, où on donne un peu de pouvoir aux habitants, puis ensuite c'est repris en compte par l'administration, puis ensuite par les élus. Mais bien associer de plein pied toutes les ressources de sens et la philosophie, c'est d'aller affronter la complexité, c'est la ligne de clivage avec les simplismes, hein, les démagos, affronter la complexité, aller au fond du sujet, fertiliser les points de vue différents, construire des compromis dynamiques. La condition sine qua non de la crédibilité, c'est qu'il faut affirmer un continuum démocratique entre le temps de la séquence démocratique, des conseils participatifs, ce que j'appelle le temps de l'agora, et le temps de la décision du conseil municipal, qui est le temps de l'ecclésia. Et c'est l'inverse de ce qui s'est passé à la Convention citoyenne pour le climat, où ça a été absolument remarquable, avec des garants, avec tout ce qui a été remarquable, et que 10% des choses ont été retenues. Dernière revendication, c'est une démocratie d'implication, celle qui encourage, soutient et invite à l'engagement. Et nous avons créé un fonds d'initiative citoyenne, qui est le précurseur des budgets participatifs, en 2006. Et je veux ici retenir, pour conclure, la soirée de l'engagement 2018, 2 ans avant que j'arrête mon engagement politique local. L'idée, c'est de dire, de rassembler toutes celles et tous ceux qui s'engagent d'une manière ou d'une autre au service du bien commun et au service de la cité. 700 personnes dans la salle du hangar, 10 témoignages de 1 minute et tout le monde a respecté. Concert, débat, eh bien l'engagement, ça voulait dire que c'est la dimension la plus aboutie d'une démocratie construction qui interroge la fraternité.
Qu'en est-il de ma responsabilité dans l'espace public? Hannah Arendt. Comment suis-je le gardien de mon frère? Paul Ricoeur. Comment accepter d'envisager et non pas de dévisager? Lévinas. En quoi suis-je responsable de l'autre, l'autre proche, l'autre éloigné, l'autre à naître? Je fais référence à Laudato Si, mais aussi à ce que nous avons mis en œuvre pendant 20 ans, quand j'étais président de l'agglomération, sur le plan climat air et énergie territoriale, avec au bout de 20 ans une diminution de 36% de production de gaz à effet de serre, une augmentation de 16% de renouvelables, une diminution de 16% de consommation, c'est-à-dire dans la temporalité des accords de Kyoto, avec une vision à long terme, avec la volonté de fédérer et de mobiliser les énergies pour le faire. En conclusion, vous l'avez compris, la démocratie construction n'est pas autre chose que le pari fou d'une démocratie de fraternité. Elle invite à relier le dedans et le dehors, le haut et le bas, l'ancien et le nouveau, le je et le nous. En d'autres termes, tout est lié, tout est donné, tout est fragile, tout est à advenir, mais je pense qu'elle est là l'œuvre d'humanisation et de fraternité de notre société. Est-ce que vous vous représentez et dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport aux prochaines municipales? On n'entend pas les questions. Ouais, désolé, on n'a pas bien entendu les questions. C'était, est-ce que vous vous représentez, comment vous vous sentez, est-ce que vous vous représentez aux prochaines municipales? La question est pour moi, c'est ça? Oui. Donc oui, je me représenterai aux élections, puisque comme l'a dit Joe Spiegel, je pense qu'il faut du temps long, et puis même l'intervenant, enfin Benoît, tous les intervenants, il faut du temps long pour transformer. Donc moi, je crois que ça passe quand même par un engagement, que ce soit citoyen ou municipal. Après, après moi, j'ai lancé une campagne de second mandat, hein, un peu différemment, cette volonté justement de faire la politique autrement. Donc, on a fait une grande fête populaire, une sorte de mini-fête de l'UMA en réunissant des associations, en faisant venir un concert, des tables rondes avec des maires de la Mayenne, des élus, et avant que je prenne la parole pour dire, voilà, nous on lance une campagne, mais pas en se déclarant candidat, mais en lançant une grande enquête auprès des habitants, on va faire du porte-à-porte, etc. Donc, on va continuer à essayer de faire la politique autrement, comme d'autres avant moi. Et ce qui m'inquiète le plus, et ça me permet de parler du printemps des maires, c'est que on s'est rencontré avec une vingtaine de maires en se disant, mais ce qui nous inquiète, c'est que les partis politiques semblent complètement démonétisés, évidemment, mais ailleurs, par rapport au contexte des municipales. Or, la vraie crainte, c'est qu'on ait des élus sans étiquette qui se mettent demain à parrainer des Marine Le Pen, des Jordan Bardella, des Éric Zemmour, et d'avoir 1000, 2000, 5000, 6000 maires, notamment de communes rurales, là où les partis politiques ne sont plus, ou n'ont jamais été d'ailleurs. Et c'est ça qui nous inquiète. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mobilisé en montant le printemps des maires pour aller sur le site internet, en appelant à l'engagement, mais en disant bah, l'engagement, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça peut se transmettre, ça peut s'échanger. Et donc, on a mis en place du mentorat entre des candidats dits se reconnaissant dans les valeurs de fraternité avec des maires de notre réseau du Printemps des maires pour échanger et évidemment se préparer aux fonctions. Et en parallèle, on a monté deux modules. Un module de formation en ligne via des webinaires thématiques. On fait témoigner des maires sur différentes problématiques, la santé, la sécurité, les mobilités, par exemple. Des exemples très concrets. Voilà la problématique à laquelle j'ai été confronté. Voilà la solution et voilà les effets que ça a provoqué, positifs ou négatifs, mais les effets. Et puis, on a un troisième temps, c'est avec la Fondation Jean Jaurès. Donc, on fait un débat suite au webinaire thématique avec des maires qu'on appelle Vue sur mer pour donner la parole aux maires et valoriser cette parole-là. Je pense que dans le débat public, on n'entend pas suffisamment les maires de petites, moyennes communes. Et pourtant, quand on voit ce qu'on a à dire, ce qu'on est en train de faire, je pense que ça vaudrait le coup que tout le monde s'en empare, que la société civile s'en empare pour nous aider justement à être ces animateurs de la démocratie vivante. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, c'est un appel qu'on fait.
au-delà de la démocratie nationale qui est très malade, celle de notre exécutif et notre Parlement, il y a deux autres piliers de notre démocratie, la démocratie locale et la démocratie que j'appelle moi sociale, qui regroupe justement ce que vous êtes, les associations et les syndicats. Question? Merci pour votre présentation du rapport. Est-ce que vous pourriez nous redonner le nom du rapport d'ailleurs précisément? Et puis, vous concluez en disant, le rapport conclut en disant qu'il propose une loi et une augmentation par 3 des dotations de l'État. Et on retrouve toujours cette demande d'État avec des financements. En quoi est-il nécessaire de faire appel à la solidarité nationale et qu'il ne puisse pas y avoir une organisation locale qui ne demande pas en clair davantage d'impôts? Est-il possible de me reposer la question dans le micro fort Je vais me mettre proche du micro. C'est difficile à reformuler. Pourquoi demander un financement à l'État à la fin du rapport de la Jaurès? Ah oui, parce que malheureusement, là aussi, notre pacte social, enfin notre constitution n'est pas respectée depuis très longtemps, puisque nous sommes une république décentralisée. Normalement, une république décentralisée invite chaque échelon à être autonome financièrement et donc par les politiques publiques que nous menons. Mais la France éternelle, souhaitée par certains, reste toujours jacobine. Et donc, aujourd'hui, l'État centralisé, centralisateur, continue de nous absorber, d'absorber des politiques publiques, d'absorber des financements. Et la suppression, par exemple, des taxes d'habitation, remplacée par des bouts de TVA, fait qu'on est complètement désorganisé. Et donc, je pense que les auteurs se sont inscrits dans une vision assez jacobine, en disant, comme c'est l'État qui ponctionne quasiment tous les impôts, ils vont redistribuer à travers les dotations, qui sont quand même la principale source de financement aujourd'hui des collectivités municipales et intercommunales. Donc, mais je suis assez d'accord que moi, je serais plus favorable à ce qu'il y ait aussi des impôts locaux qui viennent contribuer à cette politique publique de fraternité. Mais aujourd'hui, on a créé un magma complexe et il n'y a plus de lien entre le service public qu'on a et son impôt. Et moi, ce que je questionne souvent, c'est est-ce que l'État a encore les moyens de sa centralisation quand on voit qu'on n'a jamais manqué sur les territoires autant d'enseignants, autant de soignants, autant de policiers ou de gendarmes. Donc on se demande d'ailleurs à quoi ça sert de passer par une centralisation, alors que peut-être qu'en transférant des compétences et aussi des financements, on pourrait s'organiser autrement. La question du titre du rapport, c'est Fraternité nationale, penser une politique nationale pour rendre honneur à leur pouvoir de fraternité. Une question? Ah oui, tout au fond. Oui, je crois qu'il faut effectivement faire vivre la fraternité, notamment au niveau municipal, peut-être le plus commode, comme le dit Jean-Louis Sanchez souvent. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux maires, soit dans leur programme, soit dans leur action, de faire sur leur territoire un bilan de la fraternité? Ce qui est bien, ce qui marche, ce dont on peut être fier, et ce qui manque, ce qui n'a pas été fait, ce qui laisse des souffrances non prises en charge. Est-ce qu'on ne pourrait pas démarrer par une espèce de bilan? Est-ce que ce serait une idée concevable pour les prochaines élections municipales? Alors, c'est une très bonne remarque. Alors, on le fait un petit peu sous l'angle qui est obligatoire pour les communes, c'est l'analyse des besoins sociaux. C'est-à-dire que à chaque élection municipale, on refait ça. On va regarder, on demande aux communes via leur CCAS d'identifier les réussites ou les souffrances humaines. Donc nous, on l'a fait à Laval et on s'est rendu compte d'ailleurs qu'il y avait 3 fragilités en 2020. Il y avait déjà beaucoup d'enfants
dont les deux parents ne travaillaient pas. C'est pour ça qu'on s'est mis à aller chercher ces personnes très éloignées de l'emploi. On avait beaucoup de jeunes de 18 à 25 ans sans emploi ni formation, ces fameux NINI. On en avait aussi à Laval. Et on a 6% de retraités pauvres. Donc toute notre action sur les politiques de solidarité ont été orientées sur ces trois, on va dire, ces trois profils types de Lavallois pour renforcer les moyens. Donc ça se fait, on pourrait effectivement peut-être généraliser, et ça pourrait être une proposition du rapport, pas que les besoins sociaux, mais aussi des déserts de fraternité qu'il peut y avoir. Et peut-être pour vous donner une lueur d'espoir, donc il y a une initiative qui vient de se lancer qui s'appelle 1001 territoires pour la fraternité, qui est financée par la Fondation Concorde, qui regroupe des entrepreneurs qui s'inquiètent de la montée de l'extrême droite dans notre pays et qui financent des actions qui visent justement à développer ce vivre ensemble. Et donc là, c'est en train d'être lancé par de nombreux acteurs de la société civile et qui vise justement à labelliser, répertorier les territoires qui font œuvre d'action fraternelle. Donc ça va quand même dans le bon sens. On sent que cette OPA sur ce vivre ensemble, ces mots fraternité, est en train de développer un récit politique qui commence à être financé par des actions très concrètes. Je voudrais ajouter un mot sur la question du bilan. En fait, en 2018, nous avions organisé les rencontres en quartier qui n'ont rien à voir avec les réunions de quartier. On voit bien la relation mortifère entre les élus considérés comme des magiciens, les habitants comme des consommateurs, les élus considérés comme des fournisseurs, les habitants comme des clients. Mais au contraire, nous avons organisé des rencontres en quartier où, de plein pied, les habitants étaient dans leur citoyenneté, pas seulement passivement comme consommateurs, mais étaient invités comme étant acteurs. Et lors de ces rencontres en quartier, ces 10 rencontres en quartier, nous avons consacré deux fois 3/4 d'heure. Le premier moment aux doléances, c'était 6 mois avant les Gilets jaunes. Dites-nous donc par atelier de 10 personnes, dites-nous ce qui ne va pas dans votre rue, dans votre quartier et de grâce aussi dans la cité. C'est-à-dire que la difficulté pour les gens de sortir du trottoir pour aborder la question plus universelle de la cité. Et puis le deuxième temps, qui était surprenant pour les habitants, dites-nous comment vous êtes témoin, acteur ou bénéficiaire de bienveillance et de fraternité. Et dans les doléances, on a eu 370 post-it. Et pour la bienveillance et la fraternité, 320 personnes qui sont exprimées. Donc, à côté des doléances où finalement disent ce qui ne va pas, ce qu'on a démontré, c'est que la principale richesse des habitants de la ville, c'est les habitants, leur capacité de se mettre en lien. Et moi je m'occupe de la personne âgée à côté de chez moi, moi je suis engagé dans les conseils participatifs, moi je suis dans la vie associative. Et ça a été très très fort parce que on est sorti du schéma d'habitants consommateurs pour leur restituer de leur dignité de citoyens à part entière, avec notamment cette belle idée de bienveillance et de fraternité. Merci. Monsieur Berco, est-ce que vous pouvez rester encore un peu ou est-ce que... Malheureusement, je dois vous quitter puisque je dois remettre des médailles pour le marathon. Oui. Mais je vous remercie infiniment de votre invitation et pour vos travaux. Et ravi de vous avoir retrouvé. Et puis au plaisir de prolonger nos échanges autrement, peut-être physiquement. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Alors, oui. Oui, moi, Florian Berco vient de partir. Je voulais lui signaler qu'il y avait un député de Haute-Garonne qui a organisé une fête de la fraternité. Alors, c'était la fête traditionnelle en province, hein, saucisses, etc. Mais fête de la fraternité. Et donc, il a dû leur parler de quelque chose, ces administrés. Et je voulais l'inviter, il pouvait être là, mais je peux vous dire qu'on va faire un webinaire pour qu'il vienne nous parler de ce qu'il a tiré, comment la population a réagi à cette fête de la fraternité. Est-ce que les gens sont venus, mais pourquoi tu appelles ça fête de la fraternité? Ça interpelle, ça permet de parler de ça. Voilà, simplement. Il pourrait y avoir d'autres fêtes de la fraternité en France. Ok. D'autres questions? Oui. On a encore 5 minutes. J'avais une remarque à faire par rapport à la vie politique et à la vie démocratique. Pour moi, s'occuper de la politique, c'est vraiment ennuyeux, difficile, compliqué. Ça demande du
travail, donc c'est fatigant. Alors comment est-ce qu'on peut attirer l'ensemble de la population, ou beaucoup de personnes, vers l'exercice de la vie politique, c'est-à-dire de s'y intéresser, de s'y engager, de s'y impliquer? Comment est-ce que ça peut se faire? Merci François. Euh, Claude ou Jo? Oui, on voit bien que l'anesthésie démocratique et la crise démocratique a conduit plutôt au désengagement, à la défiance, au ressentiment, au soupçon un peu généralisé, mais en même temps, lorsque on offre euh, un visage, des perspectives d'engagement et de partager ce qu'il y a de joie dans l'engagement politique, à condition que ce ne soit pas les passions tristes du pouvoir, je pense que ça permet de mobiliser beaucoup de gens. Enfin, moi, j'ai jamais eu une difficulté à mobiliser les équipes autour de l'équipe municipale. Et je pense qu'il y a véritablement une possibilité d'émancipation de cet engagement politique, vraiment. Et à condition de ne pas rester simplement des administrateurs, des gestionnaires, des petits deniers publics, mais de faire en sorte qu'on ait une vision de transformation dans nos territoires et de considérer que les territoires sont d'excellence humaine, sont des territoires de transformation et d'excellence humaine. Ça me paraît important et ça permet de mobiliser beaucoup d'énergie sur cette volonté de transformation. Merci. Claude s'est élevé. Donc, deux petits points qui viennent compléter ce que tu viens de dire. La première des choses, c'est que la construction d'une vision au niveau de l'élu, elle peut commencer très tôt. Et quand je parlais tout à l'heure d'expérience de la Biovallée, d'expérience territoriale, il y a une expérience sur l'école des Amanins, par exemple, où on a introduit la philosophie dans les écoles très très jeunes. Et introduire la philosophie dans une école, ça veut dire pour les enfants, avec Isabelle Pelot, pour ceux qui veulent aller voir sur Internet, c'est un travail très fin au niveau de la qualité de l'écoute, par exemple, sur la qualité de savoir se taire jusqu'à ce qu'une personne ait fini de son propos. C'est une façon aussi d'avoir un propos juste. C'est une façon de respecter son... Dans une école, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment d'adversaire, mais c'est une façon de respecter les personnes avec qui vous allez dialoguer. Et je pense que cet apprentissage dès l'école va permettre peut-être, in fine, ce cheminement vers une démocratie enrichie, vivante, respectueuse et, comme dit Patrick Livret, que j'ai vu arriver, oxygénée. Donc, je pense qu'il y a un vrai challenge. La démocratie, ce n'est pas quelque chose qui a été défini une bonne fois pour toutes en Amérique par Tocqueville et d'autres. Je pense à Benjamin Constant, ou je pense aussi même très bon fascicule qui n'est pas là d'Alain Caillé. C'est un long cheminement. Vous savez, la démocratie, elle a commencé avec l'absence des femmes, si j'ai bonne mémoire. Elle a continué avec l'absence des rivières et dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a un moment où c'est un long cheminement, c'est un long fleuve intranquille où nous avons encore tous, et nos enfants aussi, et nos petits-enfants sûrement, à réenrichir cette belle aventure. C'est Camus qui disait que la démocratie, c'est une question de survie pour l'humanité. Je pense que c'est vraiment, il a mis les bons mots au bon endroit. C'est une question de survie. Et Alain Caillé, dans son dernier bouquin, dit, mais regardez ce qui se passe dans les pays, comme il prend l'exemple d'Orban en Hongrie, et regardez ce qui se passe. Ça, c'est tout juste un avertissement à ce qui peut se passer ici. Et je ne ferai pas l'impasse, et je n'aurai pas de langue de bois à ce niveau-là. Orban, il a commencé à faire acheter toute la presse par ses copains. Il a interdit les universités parce qu'à un certain moment, elles étaient, d'après lui, financées par Soros. Il a la police et la justice à sa botte. Il a des capacités d'influence totales sur l'armée, la police et j'en passe. On le voit que dans les dispositions européennes, je me demande comment on le finance encore sur ces détournements de fonds, mais tout le financement va auprès de ses amis et de ses copains. On est dans un système de propagande perpétuelle, on est dans un système de manipulation perpétuelle, et je veux dire, une fois qu'on les a mis en place, ils ont tous les outils pour rester longtemps en place. Donc, c'est en même temps un avertissement pour nous et pour moi. C'est-à-dire que c'est des choses dont il faut se dispenser dans le long cheminement de la démocratie, car souvent on n'en revient pas ou très mal. Je ne parle même pas de 1933, comment ça s'est passé dans d'autres pays.
mais c'est vraiment quelque chose à éviter absolument. Je ne suis pas ici, je pense qu'ici, j'ai que des gens convaincus de cette aventure. Il ne s'empêche que sur nos territoires ruraux, où ça a été très bien dit, l'État est pratiquement plus présent, les hôpitaux ferment quelques jours par semaine. Moi, je suis ahuri quand j'entends ça. Dans nos territoires où le service de l'emploi ferme, où les écoles ferment, on a réussi à sauver la gare SNCF après 40 ans de lutte, mais elle devait être fermée il y a bien longtemps, la gare de Lille, etc., etc. Et je pense aussi au lycée-collège, il a fallu se battre âprement pour innover en la matière. Tous nos services publics ferment. Comment voulez-vous que dans nos territoires, il n'y ait pas du ressentiment à un certain moment? Il y a un désespoir qui s'installe et qui est très loin d'avoir une vision d'extrême droite. Je ne pense pas que les paysans et les paysannes du fin fond de la vallée de la Drôme, qui n'ont jamais vu un réfugié ou un migrant, ils aient un racisme accroché au cœur. Non, simplement, ils sont dans une situation où ils ont tellement la notion d'être abandonnés, de ne pas être respectés d'une certaine manière par l'État, qui ne fait plus son boulot d'égalité. Et à un moment, on a ce résultat électoral. D'où la chance inouïe d'avoir un monde associatif extrêmement puissant dans nos territoires ruraux, afin de relancer, réoxygéner, refaire du lien social partout et tout le temps. Je pense qu'on arrivera plus à éviter les votes du Front National en faisant de la coopération avec toutes les associations. Et quand je dis toutes les associations, je pense des associations écologistes avec les associations de chasseurs ou les associations de pêcheurs ou avec les prédateurs de la forêt, comme ça s'est passé, je vous l'ai cité hier à propos de Gartan. Cette coopération doit être le nouveau mantra de nos territoires. On est sorti de très loin, hein, je vous le disais hier, on est sorti d'une lutte effrénée les uns contre les autres. Je disais tout à l'heure une lutte fratricide quasiment. Aujourd'hui, sur nos territoires, nous ne sommes pas si nombreux que ça. Nous avons presque une obligation de survie par le biais de la coopération, qui commence très jeune, comme je le disais au début de mon propos, mais qui doit être enrichie constamment jusqu'à arriver à ce qu'on puisse vivre dans une démocratie apaisée, apaisante, voire une démocratie fraternelle. Voilà peut-être un petit mot sur ce sujet. Mais je regarde si j'avais pas une autre. Peut-être je donne aussi la parole à Joe. Oui, pour conclure, oui, Joe, parce que Non, c'est bon. à la limite de notre temps, hein, De responsabilité. ouais. Je voulais ajouter un petit mot. Je te laisse parler, Joe. Non, c'est bon, je crois que c'est presque le Oui, mot de ça part conclusion, ce que tu as dit. Je voulais encore dire quelque chose sur la responsabilité. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a une responsabilité. On a une responsabilité immense devant l'histoire, comme je le rappelle dans mon propos, vis-à-vis des gens qui sont morts fusillés à la main dans les maquis, parce qu'ils ont travaillé cette notion de liberté. Dans les maquis, vous savez, c'était très particulier, parce qu'il y avait des gens d'extrême gauche, des syndicalistes, des Espagnols, qui avaient fui Franco, il y avait beaucoup d'Italiens qui avaient fui le fascisme en 22, mais il y avait aussi des anciens militaires qui étaient très à la droite de la droite, on va le dire comme ça pour être sympa. Et donc, dans ce moment-là, quand ils ont trouvé que l'ennemi était commun, le nazisme, ils ont fait fraternité. Ce n'était pas simple, mais dans la forêt du Vercors, ils ont fait fraternité. Je pense qu'aujourd'hui, alors, peut-être que ce n'est pas comparable, mais le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité, je ne dirais pas que c'est aussi important et aussi déstabilisant que le nazisme, il ne faut peut-être pas exagérer. Personne ne vient frapper à votre porte à 10 heures du soir parce qu'il y a de la lumière, en tout cas pas la Gestapo, mais en tout cas, c'est quelque chose d'aussi important au niveau mondial et au niveau de nous tous. Donc, nous avons une responsabilité devant l'histoire sur un phénomène qui est largement plus important que ce qui s'est passé à un certain moment, même si c'est assez difficile à exprimer aujourd'hui. Nous avons tous cette responsabilité de plusieurs choses. La première chose, d'avoir cet esprit d'ouverture en la matière. Moi, j'aime beaucoup Pierre Morin quand il dit l'ouverture, c'est un peu comme pour les parachutes. Plus c'est ouvert, mieux ça marche. Et puis, avoir aussi cet abandon des convictions. On est tous convaincus de trucs extraordinaires. On est tous dogmatiques dans certains domaines. Je ne pense même pas qu'aux partis politiques. Et savoir à un certain moment abandonner nos convictions sur certains sujets et lâcher prise. La notion de lâcher prise est pour moi assez importante
C'est un peu le contraire de ce qu'on entend assez fréquemment. Nous ne lâchons rien, on ne lâche rien. De savoir lâcher prise sur certains sujets pour arriver à une vraie coopération entre les personnes et une vraie amitié entre les personnes, voire une vraie fraternité. Ça ne se décrète pas, ça se vit au quotidien et je pense que cette fraternité, c'est le levain qui va faire que notre démocratie sera vivante demain. Merci. Merci pour cette belle conclusion. Et donc, merci à tous. Merci Jo, merci Claude, et merci à vous tous. On va s'arrêter là. On va rester en place de 2 minutes, s'il vous plaît.